Les défenseurs de l'année. Les Deepoy. Les Deepoy. Les Defensive Player of the Year. Bam, un gros stop dans ta gueule, t'entends? Tenant du titre. Monsieur Rudy Gobert. Tout à fait, le trophée reste à Saint-Quentin jusqu'à ce que soyons clairs tout de suite, ça va pas être facile de faire le doublé. Ah, le back-to-back. Même si Rudy reste un défenseur, on fait le petit cocorico d'entrée là, même si Rudy reste un défenseur craint, efficace, capable de monter au contre sur n'importe quel gars, il y a de la concu, capable de dissuader n'importe quel même de tenter ne serait-ce qu'un flotteur, enfin, tu vois, genre clairement. Mais le Jazz fonctionne moins bien globalement, tout est plus compliqué quoi. Hein. Voilà, donc c'était le petit 1. Rudy, s'il finit défenseur de l'année cette année, ça veut dire que la deuxième partie de saison du Jazz, les enfants, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, tout à fait. Et donc du coup, on va vous représenter toute la vidéo pour ceux qui débarqueraient et se diraient « What ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais si, c'est la dernière semaine de l'année qui précède Noël. Et donc du coup, on se fait un petit trophée par jour et on essaye de voir un petit peu sur chaque trophée ceux qui vont être célébrés pour les NBA Awards de fin juin, ce que ça donne. Faire un petit point à pas la moitié, un peu plus d'un tiers, voilà. 2 mois de saison régulière. Ce sont les hors-série quoi, sur Trash Talk. La course au trophée. Quoi. Exactement. Et donc du coup, on s'était déjà occupé des rookies. Et cette fois, on va s'occuper des Deepoy, les Defensive Player of the Years. Comme d'habitude, c'est une course qui est assez difficile à jouer. Il y a du people. Hein. Parce que non seulement il y a du people, mais en plus on se base sur plusieurs choses. Il y a à la fois de la statistique individuelle, il y a de la statistique avance individuelle, il y a l'impact que tu as dans ta défense si collectivement tu es dans une très bonne défense. Si tu es capable, t'es le patron d'une grosse défense. Tout à fait, si tu es capable de terminer des matchs grâce à ton pouvoir défensif. Et il y a, comme l'a dit Alex, beaucoup de concurrence cette saison. On sait que vous êtes nombreux à penser à pas mal de monde. Il y a pas mal de choses qui se voient pas dans les stats, que tu vois quand t'es devant ton écran et que tu regardes le jeu. Désolé, Pépère, il boxe 50 fois par match, mais peut-être qu'il prend que 4 rebonds, mais il aide. Je viens de faire allusion au nombre de fois où Rudy fait changer d'avis à un attaquant. Ça se voit pas dans les stats. Et il est pas le seul à faire ça. Et forcément, voilà. Les stats ne vont pas tout définir. Non, pas tout. Donc, dédicace aux copains qui font la stat avancée. Je sais que c'est important et parfois c'est. Non, c'est hyper important. Mais clairement, dans la défense, c'est peut-être là où les stats sont le moins significatif, non pas qu'elles ne comptent pas, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément. Le high test, comme on dit. Et donc, la méthode, elle est simple, on balance plein de noms, et ensuite on prend la tablette et on balance nos 3 finalistes, puisque pour les NBA Awards, depuis maintenant quelques années, ce sont 3 joueurs qui sont sélectionnés à la fin, et ensuite on donne le trophée à un garçon. Ah, ok, cool. Une mention qui te fait plaisir tout de suite ? Allez, j'ai envie de le mentionner tout de suite, Anthony Davis. Meilleur contreur de la NBA. Hein. Meilleur contreur, gros rebondeur, je veux dire, je sais pas exactement combien rebondeur il est de la NBA, mais parce que le rebond pour moi est une stat, notamment le rebond défensif, est une stat importante en défense, concrètement. Ne pas donner de deuxième chance à l'adversaire, c'est de la défense quelque part. Bien sûr. Donc rebond contre Anthony Davis, même les interceptions, c'est pas si mal. Au poste, c'est un garçon quand même assez sérieux, assez relou. Ça peut switcher, il y a de la mobilité. C'est un défenseur incroyable, Anthony Davis. Heureusement, la défense des Pels. Bémol, les Pels ne défendent pas vraiment. Pourtant, ils ont Anthony Davis et Jrue Holiday, qui est quand même un défenseur externe. Mais clairement, la pace, le style de jeu qu'ils ont choisi, la pace qu'ils utilisent et tout, n'est pas très favorable à la défense, faut le dire. Et puis même, ils sont très focus sur l'attaque, ils sont dans un style de jeu très offensif. Donc, je ne vais pas pouvoir le mettre sur mon podium, c'est clair, mais en tout cas, il se cite grave. Quand t'es le meilleur contre la NBA, t'es obligé d'être cité quand même, c'est la moindre des choses. Un joueur qui fait pas beaucoup de statistiques, mais par contre, il a un impact, nom de Dieu, monsieur Robert Covington. Ouais, c'est clair. Parce qu'à Philly, déjà, c'était très bien, mais alors là, à Minnesota, ça se voit fort. Malheureusement, les résultats collectifs des Wolves font que on va pas pouvoir le prendre plus au sérieux dans ce genre de course, mais l'impact est incroyable et il a vraiment ce côté étiquette. C'est un spécialiste. C'est ça, c'est-à-dire qu'Anthony Davis est un joueur qui quand même est très attendu et connu en attaque. Et puis il est un petit peu fort en attaque. C'est ça. Il est quand même Covington. Disons qu'il est dans plusieurs discussions de trophées, Anthony Davis. Il est peut-être pas le seul de ce trophée. Mais d'ailleurs, disons que Covington va te rentrer des 3. Non, bien sûr. Va te mettre, c'est quoi ? Comment il fait 13 points, 14 points, 15 points par match peut-être ? 13 points avec ses pourcentages à 3 points, mais c'est le mec qui, sur le scouting report adverse, va faire 3&D. Tu vas te prendre Robert Covington, donc dors bien la veille. Prépare-toi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut dormir quand tu viens dans le Minnesota maintenant, parce que Covington en collé au slip, c'est relou, et on a vu depuis qu'il est arrivé à Minnesota, l'impact est fabuleux. L'impact au est niveau là. identitaire. C'est vrai. Fallait rendre une petite dédicace à Rocco. Wiggins peut en prendre de la graine, il a un vrai gars à copier sur le côté défensif. Ouais. Voilà. Des petites mentions. Ah oui, en fait, ne vous inquiétez pas, il y a des mentions à balle, mais vas-y. Hein. Mention, je pense qu'il faut le citer.
c'est, à mon avis, obligatoire Marcus Smart. Oui, clairement. Alors Ford, Marcus Smart. Ouais. Boston, encore, même si Boston a un début de saison que ça va mieux, mais c'est un peu poussif et tout, Boston a une défense encore extrêmement sérieuse. Et Marcus Smart, je le mettrais même devant Allerford sur ce début de saison. Putain, Marcus Smart, là, il fait vraiment le taf. Ouais, c'est parce que je suis attaché au côté patron, vraiment. Oui, de la mais défense. Je sais pas, Marcus Smart, il a un truc, c'est lui qui lance le premier truc, c'est lui il a pris le bouillon pas mal aussi, il m'a fait chier un peu Marcus Smart sur le début de saison. Ouais, il a pris des bouillons. Mais ça peut arriver quand t'es défenseur extérieur en NBA. Tu vas te prendre des bouillons, c'est sûr. Tu vois, c'est comme, je sais pas, c'est comme Anthony Davis ou Rudy Gobert, ça leur arrive de se faire postériser. Bah ouais. Bien sûr. Bon, donc non, Marcus Smart, je le cite. Marcus Smart, tout à fait. Rendons hommage aussi à la défense de Denver. What the fuck. Alors tu prends qui là-dedans? Paul Millsap, tu vois vraiment la différence entre quand il est là et quand il est pas là. Ouais. Le travail est collectif, évidemment, parce qu'il y a Gary le progrès de Jokic. Gary Harris, mais il est un peu blessé. Il a été un peu blessé. Mais Paul Millsap, quand il est pas là et quand il est là, la différence est clairement visible avec l'année précédente. Ils sont sérieux en défense. Donc tu mentionnes Paul Millsap en tant que responsable, mais c'était le même cas à Atlanta en fait. C'est-à-dire que c'était un gars qui était très bon en défense, mais qui avait Ken Bazemore, alors Ford et d'autres gars qui venaient défendre à côté de lui. Mais tu sens vraiment que dans les petites responsabilités, dans les switches défensifs, dans la communication, c'est lui qui va faire le boulot. Et quand même, il faut le souligner parce que Denver, l'année dernière, ils étaient là genre « Oh putain, Millsap il est blessé ». Pepper il est pas blessé, Denver est top seed. Donc on mentionne Paul Millsap dans la course. Je suis d'accord. D'une polyvalence incroyable, dès qu'il y a un gros patron qui arrive en ville, il peut défendre sur les ailiers et les ailiers forts. Polo. Oui, c'est vrai, voire de certains pivots. J'ai envie de le citer. Russell Westbrook. Je le cite, doucement, mais je le cite parce que, déjà, alors là pour le coup on parlait de stats au début, mine de rien, Russell Westbrook c'est un meneur qui prend plus de 9 rebonds défensifs. Donc déjà... Ensuite, interception, presque 2,5. Genre, qui fait tellement mieux dans la ligue? Faudra regarder. Mais c'est sale, tu vois. Donc, au niveau statistique, Russell Westbrook est là. Pendant qu'on est dans les stats, après j'arrête avec les stats. Le Thunder, au moment où on fait cette vidéo, a le meilleur defensive rating de la ligue. Ça peut changer parce qu'il y a les Celtics qui sont pas loin et tout. Donc le Thunder est une défense, on en a fait un apéro. Le Thunder est une défense assez incroyable. Il y a peut-être d'autres joueurs dont on aura envie de parler dans cette même émission. Mais Russell Westbrook, je trouve que cette année, il essaye de plus en... Tu sens que ça le titille un peu plus la défense. Il fait des vrais efforts et du coup, tu te retrouves avec un Russell Westbrook qui a le meilleur defensive box plus minus de son équipe, qui est une des meilleures défenses de la ligue. Donc ça veut dire que quand Russell Westbrook est sur le terrain, c'est là que le Thunder est le plus performant défensivement. C'est quand même pas rien. Non, bien sûr. Donc j'avais envie de le citer, même si au final, les jeux spoil, je vais pas le mettre sur mon podium. Mais enfin, j'avais envie de, tu vois, putain, merde. Qui est un joueur offensif incroyable, Russell Westbrook. Il a des problèmes avec son shoot en début de saison. Mais ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il... Je le laisse à un autre joueur du Thunder. Je trouve que voilà. Tout à fait, qu'on en mentionnera évidemment par la suite. Il y a une paire dont je voulais parler en mention honorable aussi. Malheureusement, collectivement, ils n'ont pas trop les résultats cette saison par rapport aux précédentes, mais entre Hassan Whiteside et Josh Richardson, tout ce qui est Justice Winslow, Josh Richardson, Hassan Whiteside, c'est chiant parce qu'il n'y en a pas un qui sort du lot. Il y a eu déjà des bêtes de match de Whiteside avec des contres à folie, les Spurs n'en pouvaient plus. Josh Richardson va aussi faire le boulot. Justice Winslow prend de plus en plus de missions défensives vraiment hyper intéressantes. Évidemment, ils ne sont pas dans la course aux défenseurs de l'année. Tout comme d'ailleurs une doublette que j'aime beaucoup et je vous conseille de la regarder parce qu'on en a mis plein la gueule sur la saison rookie de Lonzo Ball. Et ben il fait une saison. Putain, il taffe en défense. Je suis d'accord. Lonzo Ball, il fait des presses tout terrain. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et les Lakers sont top 10 défense de la NBA. Et putain, il a bien taffé athlétiquement cet été. Et ça se voit là. Il est relou. Hein. Ouais. Lui et Josh Hart, en fait, je voulais les mettre les deux parce qu'ils sont. Parce qu'il est long. En plus, Lonzo Ball pour un meneur, il est long. Lonzo Ball c'est chiant. Fatigant. Non, je suis d'accord. Une petite doublette que j'ai envie de citer, moi. Oladipo, Thaddeus Young. Très bien. La défense des Pacers, elle marche très bien. Et ben ces deux-là, ils y sont pas pour rien. Putain, ça taffe. Tad, Miles Turner, c'est lequel le plus gros combo avec Miles Turner, Tad Young? C'est Thaddeus Young et Oladipo. Le combo défensif que j'adore, que je trouve vraiment mortel. Oladipo fait un taf sur les extérieurs vraiment intéressant, un vrai taf. Non mais après les Pacers en général, les Corey Joseph et tout. C'est comme Denver. Non, ça fait les efforts et tout. Mais Oladipo vraiment, c'est pas nouveau et tout, c'est relou. Et Thaddeus Young, notamment ce qu'il a fait à Giannis Antetokounmpo, putain. Il y a personne qui a réussi à faire ça pour l'instant sur ce début de saison à Giannis Antetokounmpo. À le faire autant chier. C'était vraiment très impressionnant et donc il se sert de son expérience. Thaddeus Young a toujours été un joueur pas trop dégueu défensivement. Je trouve que là dans ce collectif des Pacers il est très important défensivement et je pense que ça mérité d'être noté. Bien sûr, après il y a plein d'autres noms.
juste, je le rappelle, hein, si vous avez des noms, vous pouvez les balancer, mais tout ce qui est Danny Green, Chris Middleton... Il y a des équipes, tu peux les citer en entière. Alfaro Camino, ou ne sais-je, tous les mecs qui sont bien placés et qui font le taf, respect à vous, mais nous, on va devoir faire un top 3. Allez, on peut péter la tablette, c'est ça ? Faites aussi péter la tablette. Nous avons donc ici une tablette, ici un stylo, et on va devoir mettre 1, 2 et 3 avec nos blazes, avec qui est le joueur à qui on va donner le trophée aujourd'hui, si ça s'arrêtait. Et ensuite les places 2 et 3. Qui est le défenseur de l'année au bout de 30 matchs? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ça m'étonnerait. Ah, Alex va prendre des initiatives un peu culottées. Tu vas faire du blasphème en plein mois de Noël. Oh, parce que là... Giannis, Marc Gasol, Paul George. J'ai Paul George, Kawhi Leonard et Marc Gasol. Donc déjà, on en a 2 en commun. Oui. Déjà. Pas dans le même ordre. Tout à fait. En commun. Tout à fait. C'est déjà, tu vois, genre on est dans le truc, hein, tu vois. Tout à fait. Oui, je mets pas Kawhi. Doucement, les fans des Raptors. Je suis un fan absolu de Kawhi Leonard et notamment de sa défense, mais aussi de son attaque. Enfin bref, du joueur, je kiffe. Je le mets pas sur mon podium. Franchement, il pourrait grave y être. Hein. C'est pas vraiment le sujet du débat. C'est un excellent défenseur excellent. Je trouve personnellement que j'arrivais pas à mettre Kawhi, quoi. Tu vois, t'as cité Danny Green tout à l'heure. Moi, j'ai envie de citer Ibaka. J'ai envie de citer Pascal Siakam. Même Kyle Lowry, ça défend. Anunoby. Je trouve que les Raptors, d'une manière générale, défendent vraiment bien. Et évidemment que Kawhi est un défenseur incroyable. Mais, je sais pas, je crois pas qu'il sera défenseur de l'année cette année. Non. Et en plus, j'arrive pas à le sortir autant que ça. Je sais pas comment dire. Je trouve que ça défend extrêmement bien tout le monde au Raptors. C'est incroyable. Je trouve. Ils attaquent hyper bien et en plus, je trouve qu'ils défendent hyper bien. Donc, non, j'ai pas mis Kawhi. Je pense que tu vas nous en parler parce que tu l'as mis en 2. Oh oui, mais après, c'est parce que je suis surtout ravi de retrouver le joueur qu'on a vu il y a 2 ans qui était fabuleux en défense et qui en fait terrorise les attaquants inverses. Il y a déjà des gros joueurs du circuit NBA qui sont arrivés et qui ont fait merde. J'avais oublié, c'était quoi de prendre Kawhi Leonard. Mais c'est relou. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très particulier avec Kawhi en fait comme défenseur, c'est qu'il est dans une équipe qui, comme tu le dis, Danny Green, Pascal Siakam, l'équipe défend hyper bien. Kyle Lowry défend trop bien. Il y a des vrais spécimens défensifs. Bien sûr, Pascal Siakam, on l'a même pas cité. Non, bien sûr, mais Kyle Lowry, Danny Green, non mais l'équipe est super défensivement. Mais je ne connais personne qui oriente aussi bien les joueurs que Kawhi. C'est fabuleux, regardez-le. Et ça, pareil, ça ne compte pas dans les stats, mais de savoir quelles sont les zones d'inconfort de ton attaquant, il est incroyable. Et puis attends, t'es trop mal à l'aise. Et puis polyvalence. Hein. Bien sûr. Kawhi Leonard, à part des gros pivots, il défend toute la NBA en gros. Ouais. Donc bien sûr. Les meneurs, il peut. Les 2-3, évidemment, il peut. Les 4, la plupart, il peut. Bien sûr. À part des mecs un peu trop stock, genre, je sais pas, c'est un peu plus compliqué s'il tombe sur un Blake Griffin. Tu vois, il va être moins à l'aise. Mais enfin. Et moi, ce qui m'a surtout marqué là, sur le début de saison, c'est que c'est un des. Je sais plus avec qui, je crois que j'avais discuté de ça. Je crois que c'était à une séance dédicace où j'avais regardé quelqu'un, mais il y a des interceptions no look. Enfin, il a des highlights défensifs que tu n'oublies pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait, mais putain, genre, il fait des interceptions où il chope la main, il chope la balle, placé, quoi. sans regarder, il est trop fort. Et de le retrouver au niveau, je trouve que c'était cool à le mentionner maintenant. C'est tout à fait, c'est un pion central dans une très bonne défense. T'effaces déjà Marc Gasol, on en parle, on l'a mis tous les deux. J'ai juste Kawhi, je l'ai mis en 2. Marc Gasol, oui. Bien sûr, Memphis est à nouveau un des verrous les plus relous de l'NBA, à une pace dont on avait parlé qui était folle. C'est-à-dire que la pace est tellement lente et ils ont fait genre mais non, mais on va pas suivre la tendance. Ah, vous voulez mettre 110 points? Non, mais en fait ce soir vous allez en mettre 88 les gars par contre. Voilà. À San Antonio, il y a un match qui est gagné au compte par Marc Gasol, c'est Marcus Aldridge. Alors pour le coup, lui, alors il y a les stats, hein, il y a 8 ou 9 rebonds, il y a 1,5 contre, 1,5 interceptions, mine de rien, Marc Gasol dans le genre. Mais voilà. C'est le phare dans la ligne. Honnêtement, je pense que c'est vraiment aujourd'hui avec l'expérience et tout, c'est le type même du patron défensif intérieur, costaud, lourd. Alors il est moins aérien qu'il a été, hein, il a été plus aérien que ça, c'est normal, il a quel âge maintenant, 33, 34 piges là, 34 voilà. Mais par contre quand t'as Marc Gasol derrière toi au poste bas, bon bah déjà t'oublies. Il est de plus en plus en galère évidemment sur les switches éventuels et encore il taffe. Hein. Et en scred on se touchait pas mal sur la défense de Toronto, mais il y a du spécialiste. Il y a Jaren Jackson, il y a Mike Conley, Garrett Temple, il y a du monde. Kyle Anderson, mais Mike Conley, ce que je veux dire c'est que je sais pas quand tu regardes jouer Memphis,
La défense est bonne, il y a plein de bons défenseurs comme tu viens de le dire. Tout tourne autour de Gasol. Mais putain, voilà, exactement. Genre, les orientations sont superbes. Il est en train de je te prends un exemple. Si t'enlèves Kawhi Leonard, ils vont moins bien défendre les Raptors, clairement. Oui. Si t'enlèves Marc Gasol, franchement, ils défendent super, vraiment beaucoup moins bien Memphis. Oui. Genre, je pense que vraiment, genre, c'est ouf. Bien sûr. Par contre, je t'inverse le truc. Si t'enlèves Kawhi défensivement, les Raptors défendent très bien, mais ils sont acceptables. Si tu ajoutes Kawhi, ils sont insupportables. Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que sont relous. C'est horrible. Mais ils sont relous. Non, mais ils sont très relous. Donc Marc Gasol, il fallait lui rendre hommage après. De toute façon, pour être sur ce podium, concrètement, il faut quand même être dans une belle défense. Vous l'avez compris dans le raisonnement. Donc ça veut dire que tu as d'autres bons défenseurs autour de toi, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non, du tout. J'efface. Non, j'ai dit qu'il t'avait mis en 1. Ah oui, en 1, j'ai mis le meilleur défenseur de la ligue. Le meilleur défenseur de la NBA ? De la ligue cette année, ouais, bien sûr. Je pense que c'est lui, ouais. Ouais, je pense que c'est Giannis Antetokounmpo. Bon, pareil, qui défend dans une bête de... Ah, bien sûr. Qui est défensif. Bah, comme Paul George que t'as mis en 1, comme Kawhi qu'on a cité, comme Marc Gasol, comme d'autres gens. Alors après, je vais commencer tout de suite par le bémol. Clairement, mon bémol, je le mets en 1. Là, pour le coup, c'est ce que moi, je pense à l'instant T, au moment où on fait cette vidéo, à peu près 2 mois de compétition. Clairement... Le bémol, c'est que je pense que Giannis va être dans une autre course que celle du défenseur de l'année et qui va l'être genre vraiment, tu vois. Mais putain, sans déconner, c'est pas possible d'être comme ça. Bon, après, les Bucks sont hype en plus cette année, donc j'imagine que les gens les regardent quand même pas mal, comme moi, comme toi et tout. Mais putain, sans déconner. Non, il est relou. Genre, non, mais il est pas relou. Il est ouf dans tous les domaines de la défense pour moi. En plus, il est motivé, il aime ça. Et en plus, il a pas peur. Il fait partie comme Kawhi, tu vois. Il fait partie de ces stars qui n'a pas peur de faire des fautes, qui n'a pas peur de se prendre le meilleur extérieur adverse. Alors Giannis, il prend le meilleur extérieur, il prend le meilleur intérieur aussi. Bien sûr. Ça c'est fait. Il a pas peur quand... Là, il y a pas longtemps, là, ça va à Détroit. Il prend 2 fautes dans le premier quart, dont une offensive un peu bête. Bon, ok. Budenholzer prend le risque de le remettre un petit peu en fin de premier quart quand même, parce que c'est intéressant d'avoir Giannis en attaque sur les 2-3 dernières possessions du quart-temps, en gros. Et il y a un moment, André Drummond qui monte au dunk. Giannis, il va le contrer alors qu'il a déjà 2 fautes. Non, mais en termes de polyvalence... André Drummond qui monte au dunk à 2 mains. Giannis Antetokounmpo, il n'a rien à branler. L'autre, il est reparti. Il est reparti avec la balle. Tu vois, donc... C'est Giannis. Et puis après, les stats, elles sont là. Les rebonds. Les rebonds. Là, pour le coup, lui, il prend même plus de rebonds que des Anthony Davis ou des gars comme ça. Il doit être à 11 rebonds. C'est un malade. Il y a 12-13 rebonds au total, 11 défensifs. Puis il y a quasiment un contre ennemi et une interception et demie. Ouais, c'est ça, 1,5. Il y a 10,5, j'ai noté là. Il a une defensive box plus-minus de machin monstrueux. C'est le meilleur défenseur de l'une des meilleures défenses de la ligue. Et c'est un freak qui peut défendre les meneurs comme les pivots, comme les ailiers, comme tout type de joueur. Donc ouais, j'arrive pas à imaginer un mec, enfin j'arrive pas à mettre un mec au-dessus en fait. Ok. Défensivement, j'y arrive pas. Très bien. J'y arrive pas. Eh ben écoute, moi j'ai mis ce que je pense qu'il va se passer en fait à la fin de la saison. Ah, ça c'est possible. Je peux te rejoindre là-dessus. D'ailleurs, je l'ai mis en 3. Bien sûr, je pense que c'est ce qui va se passer, puisqu'en effet, tu l'as dit, Giannis est dans une autre conversation. Paul George, tu le disais là, Giannis est le meilleur défenseur d'une des meilleures défenses de NBA. Paul George est le meilleur défenseur de la meilleure défense de NBA en fait. Aujourd'hui, le Thunder, en tout cas sur les 30 premiers matchs de la saison, le Thunder est insupportable en défense. Et même si en effet, j'aime bien ce qui se passe avec tout le Thunder, tu l'as dit, Westbrook, c'est important de le souligner. Adams défend très bien. On l'a même pas cité. Il défend très bien, Adams. C'est extrêmement important de souligner le travail qui est fait par tout le Thunder collectivement. Mais le trompe pas, c'est Paul George. C'est-à-dire que quand il y a une grosse mission défensive, tu lui mets Polo. Un mec extérieur qui vient, il va se le coltiner, il va faire genre, je vais l'étouffer. C'est vrai qu'en l'absence d'André Robertson, il a accepté aussi ce rôle. C'est chaud. Non, je suis d'accord, mais comme on vient de dire, une production offensive qui est très bien, mais c'est vrai que du coup, même si je félicite évidemment les autres joueurs du Thunder, Paul George me semble être le joueur le plus proche à l'instant T là du trophée de défenseur de l'année 2018-2019. Je trouve quand on connaît un peu les votants et de ce qui m'a impressionné le plus. Giannis est fabuleux en termes de AS, etc. et même de couverture globale. Tout, il a tout. Paul George est quoi, meilleur intercepteur de la NBA, je crois, au total. Non, Westbrook en prend plus que lui déjà. En tout cas, au total, le nombre de... Puisque Westbrook a loupé des matchs, mais tout à fait. Mais Paul George a fait donc plus d'interceptions que n'importe qui d'autre en NBA cette saison. Ouais. Et ce sont pas des interceptions volées comme certains joueurs dont on ne parlera pas, Chris Paul, qui font parfois des interceptions un petit peu forcées, tu vois.
Paul George fait vraiment des interventions où je vais te prendre le ballon. Dans les mains, comme Kawhi, comme Giannis, comme Danny Green, comme tous ces très très bons défenseurs, comme Oladipo. Oladipo le fait beaucoup aussi. Tu vois. Donc non, bien sûr, mais vrai défenseur, Paul George. C'est une énorme course, parce que rien n'est précis. Chaud. Non, c'est très très chaud. C'est chaud. Parce qu'en plus, les defensive ratings globaux des équipes sont très serrés. Oui. Donc, tu as quand même le top 5-6 là, dans lequel il y a les Raptors, les Bucks, le Thunder, tout ça. C'est très serré. T'es pas à l'abri que Horford ou Gobert s'énerve un coup là. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est clair, bien sûr. Ils vont faire oh. Parce qu'il reste 50 matchs. C'est donc beaucoup. 50 matchs de Gobert ou d'Orford à fond, tu peux changer le podium dans quelques temps. Bien sûr, mais tout à fait d'accord. En tout cas, dites-nous qui vous avez surtout vous, à l'instant T en tant que défenseur de l'année, votre podium. Et puis nous, puisque c'est la dernière semaine avant Noël, on va enchaîner avec d'autres trophées. Allez, c'est parti. À la prochaine. Ciao.